Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite? Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu? Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Et bienvenue pour ce 14e épisode du Bon Tempo. Trouver son bon tempo, c'est aussi une invitation à oser. Oser faire des pas de côté. Oser dire non merci, je passe mon chemin car cela ne me correspond pas, ou plus. Et dans le numérique, qu'en est-il? Est-il possible d'aller aussi explorer d'autres façons de faire, de produire, de consommer, qui soient plus en adéquation avec notre culture, nos singularités, nos valeurs? Est-il encore possible de conserver notre liberté de penser, de faire, de communiquer, sans craindre de devenir les marionnettes d'un système imposé par des tout-puissants? Pendant un moment, j'ai cru que j'étais devenue technophobe. Mais ça, c'était avant de croiser le chemin d'Hérétique, un collectif français créé en 2020 que je qualifierais d'hybride, à la croisée des chemins entre agences de conseil, think tank, studios de développement et maisons d'édition. En effet, j'ai eu le plaisir d'échanger avec un des deux cofondateurs de cette organisation durant le festival We Share Fest, organisé en juin dernier sur le thème du temps long. Allez, je vous emmène à la prairie du Grand Canal, du côté de Bobigny, pour cet échange avec Antoine Mestralet, 27 ans. Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, tiens, je vais m'intéresser à un numérique autre que celui que j'ai connu jusqu'à maintenant? Ça fait quelques années que je travaille dans l'écosystème numérique. J'avais fait un petit stage chez Google au tout début, quand on va dire que ça vendait du rêve et que je ne savais pas vraiment ce qui se cachait derrière ces jolis murs. Après, j'ai travaillé plutôt en fonds d'investissement, donc en capital risque, donc les boîtes qui investissent dans les startups. J'étais à un moment à la BPI, donc BPI France, qui est le fonds souverain français, et après chez Idinvest, qui est un des gros acteurs qui est derrière la plupart des licornes, des grosses entreprises tech françaises. Et après, j'ai travaillé 2 ans dans une boîte qui s'appelle Learn Assembly, qui faisait de la formation au numérique, et beaucoup via des outils numériques, donc le e-learning, etc. Et en fait, c'était surtout pendant à la fois Google et à la fois les différents fonds d'investissement que je me suis rendu compte de beaucoup de dysfonctionnements, que ce soit dans les entreprises qui étaient financées, qui avaient toute une ambition démesurée, je pense, en tout cas qui avait pour objectif de croître extrêmement vite. Donc c'était cette logique d'hypercroissance. Ça a même été théorisé comme le blitzscaling, donc c'est une référence guerrière pour dire qu'il faut croître plus vite que ce qu'on peut imaginer. Booster, alors non pas aux hormones de croissance, mais au financement capital risque du coup. Et donc il y avait pour moi ce problème des organisations qui étaient financées et aussi des produits qu'elles développaient qui du coup ont donné naissance à ce qu'on a appelé le capitalisme de surveillance. Donc ça c'est la première partie plutôt sur le côté vie privée, mais aussi je présentais déjà des usages qui, comme tout avait vocation à être numérisé, automatisé, du coup qu'est-ce que nous en tant qu'humains on perdait aussi. Certes on allait gagner de l'efficacité, du confort, mais qu'est-ce qui disparaissait à travers ces usages-là? Et du coup, je me suis posé ces questions-là. J'ai rencontré Kevin Eshraghi, qui est l'autre instigateur de l'organisation Hérétique qu'on a cofondée. Et on s'est dit, on comprend globalement, lui il avait fait plutôt du conseil en stratégie avant, donc on se disait on comprend globalement le modèle économique de ces entreprises, on comprend globalement le modèle stratégique, mais ce qui nous intéresse c'est aussi le modèle politique, quelle est la vision du monde qu'il y a derrière, quelle est leur vision de l'homme, quelle est leur vision du futur, des territoires, du droit, etc. Et du coup c'est ces questions-là qu'on nous ont amenés à poser le concept d'hérétique et l'organisation qui est derrière. Est-ce que, à ton avis, il est possible donc de reconquérir justement notre liberté de penser avec le numérique alternatif que vous avez envie de proposer? Ce serait très fataliste de dire non, donc je pense que c'est pas évident. Il y a plusieurs
typologies d'acteurs, on va dire, qui rentrent en jeu, parce qu'il y a évidemment le consommateur qui peut se poser des questions sur ses usages, sur les impacts que ça a à titre personnel, même sur la société plus largement. Là, il y a un des sujets qui m'obsède un petit peu en ce moment, c'est les applications de livraison de courses à domicile. Donc il y a Gorillaz, Cajoo, Dija, Getir, GoPuff, il y en a une dizaine qui se sont lancés il n'y a pas très très longtemps ou qui sont arrivés en France il y a peu et qui ont pour proposition de valeur de livrer n'importe quoi en 10 minutes chez vous. Donc évidemment, en tant que consommateur, on pourrait se dire c'est génial, c'est une révolution comme on l'entend souvent, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les impacts que ça peut avoir sur les travailleurs, sur les commerces, sur l'urbanisme. Et donc je pense que le point de vue du consommateur, s'il prend pas en compte juste sa satisfaction personnelle à court terme, peut du coup penser que c'est plus intéressant de se tourner vers d'autres types de services, par exemple. Donc il y a le consommateur, certes, il y a le régulateur. Quelles sont les lois, les barrières probablement, ou les protections qui peuvent être mises en place. Et après, nous, il y a une question qui nous intéresse aussi, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on régule. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup pour imiter, c'est-à-dire on veut dire c'est pas normal qu'il y ait un Uber américain, on veut un Uber français, alors que pour nous, ça pose tout autant de problèmes que ce soit un Uber français. Et donc, c'est plutôt régulé pour limiter certains aspects nocifs et pour laisser la place du coup à des créateurs qui vont eux respecter le droit et qui vont eux proposer des services, des usages différents, peut-être plus loin de juste la résolution de problèmes en rendant un monde plus efficace, plus prévisible, plus rationnel, etc. Donc je pense que ça dépend les chaussures dans lesquelles on se place. On est tous à la fois des consommateurs, mais aussi des citoyens, mais aussi potentiellement des créateurs. Et donc c'est à toutes ces facettes-là de se poser ces questions-là pour repenser le numérique. Il y a pas mal de grands groupes de secteurs assez variés, que ce soit luxe, banque assurance, événementiel, etc., qui font appel à nous. Je pense qu'il y a une première question, c'est autour de l'éthique du numérique, tout simplement. Est-ce qu'ils sont en train de développer des services qui ont un impact positif, que ce soit en termes écologiques, en termes sociaux, en termes politiques, etc. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on les accompagne. Et après, il y a même un sujet qui est juste, point de vue économique. Ils se rendent compte que ce qu'ils font soit ne marche pas très bien, soit que c'est juste copier ce que font les autres et donc ils font la même chose en moins bien. Et donc ils nous demandent aussi comment faire un numérique qui est différenciant, qui est non seulement respectueux, mais qui est aussi performant en termes économiques. Et donc ça, on imagine des services avec eux qui sortent un peu de l'ordinaire, comme c'est ce qu'on a fait avec Dérive par exemple, qui est un de nos projets. Alors vas-y, il faut que tu nous parles de Dérive là, parce que ça c'est super. Alors Dérive, c'est le premier projet qu'on a sorti en juillet 2020. On est bien en 2021, donc oui, en juillet 2020. Donc ça part du principe, plutôt du constat, que les villes américaines sont très spécifiques, elles sont quadrillées, elles sont plutôt faites pour les voitures, il n'y a pas vraiment de centre-ville, il n'y a pas vraiment de monuments, et donc c'est très différent des villes européennes qui ont un schéma urbain, et notamment Paris, mais pas que, qui ont un schéma urbain beaucoup plus complexe, et où historiquement on s'est plutôt déplacé en flânant, en prenant le temps, en découvrant, en choisissant sa rue, etc. Pourtant, on utilise aujourd'hui tous le même outil, et pas que en Europe, il y a 1 milliard d'utilisateurs pour Google Maps. On utilise tous le même outil alors qu'on a des villes extrêmement différentes. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce que pourrait être un outil qui serait plus adapté à nos villes et qui permettrait plutôt la flânerie que juste un déplacement hyper rationnel, rationalisé, efficace. Et donc on a développé une application qui s'appelle Dérive, qui est assez simple, c'est juste une boussole qui vous donne non pas l'itinéraire optimisé, non pas la durée du trajet, mais la direction et la distance vers un point que vous avez choisi. Et donc qu'est-ce que ça fait ? Il y a plusieurs choses qu'on pense intéressantes en tout cas. C'est d'une part, comme on diminue au maximum la quantité d'informations, ça ne va pas vous pousser à optimiser votre trajet, mais plutôt à réfléchir, soit à faire confiance à votre intuition, soit à développer votre sens d'orientation pour choisir votre chemin. Comme on diminue la quantité d'informations, il y a très peu de stockage de données, donc c'est relativement durable, relativement sobre écologiquement parlant. Et comme on n'a pas besoin de données pour calculer, pour optimiser votre itinéraire, c'est respectueux de la vie privée parce qu'en fait on stocke zéro donnée. Donc ça c'était la première base qu'on a posée, qu'on appelle la dérive solo, c'est quand vous sortez de chez vous, vous voulez aller flâner le week-end, vous pouvez vous indiquer un point n'importe où et vous y allez à pied. Et la deuxième fonctionnalité qui est assez marrante, c'est la dérive surprise. Et donc ça, c'est le pouvoir partager un lien à quelqu'un et l'envoyer à un lieu sans lui donner l'adresse. Donc, cas d'usage un peu classique, je veux inviter Claire au restaurant ou je veux te partager un restaurant que j'ai bien aimé.
le cas normal, c'est je vais te dire va voir telle pizzeria dans le 7e arrondissement par exemple. Tu vas chercher le nom sur Google, tu vas voir les photos des plats, les commentaires des 100 personnes qui sont passées avant, le rating, donc tiens 3,8 étoiles, c'est peut-être pas ouf, etc. Et donc tu vas te faire ton opinion a priori, tu n'auras pas forcément confiance dans ce que je vais t'envoyer, tu auras confiance dans la foule des gens qui sont passés avant, et il n'y aura aucune surprise. Et nous du coup on a imaginé un service qui était un peu différent, c'est je t'envoie un lien, quand tu vas cliquer ça va ouvrir l'application Dérive et tu vas être guidé, tu auras juste une flèche qui va dire va vers là-bas à 1 km et tu découvriras ton point d'arrivée quand tu es à 50 mètres et là tu auras un petit message, donc par exemple moi mais n'importe qui pourra t'écrire salut Claire, je pense que là tu vas adorer la 4 fromages ou un truc comme ça. Donc l'idée c'est de remettre de la surprise dans le numérique. Parce que nous, on se rend compte que le numérique aujourd'hui, c'est antinomique de la surprise. Comme on met toujours plus d'informations, bah forcément, j'ai plus d'informations pour faire mes choix et j'ai aucune ni confiance en l'autre, ni surprise dans mes usages. Quand j'allais au restaurant, dernièrement, j'adorais prendre les menus un petit peu surprises où justement, je ne savais pas ce qui allait arriver dans l'assiette. Ouais, c'est marrant parce que du coup, on est au Wishart Festival et je parlais avec quelqu'un avant-hier là qui me disait que ce qu'elle faisait au restaurant, c'était une Catalane d'ailleurs, qui me disait qu'elle allait dans un restaurant chinois et elle donnait un numéro de plat au hasard et elle allait bien voir ce qui lui arrivait dessus. Et en fait, je trouve qu'on a tous naturellement une certaine aversion au risque, mais que le numérique la renforce et comme on a de moins en moins de risques, typiquement avec Google Maps, il y a une des phrases moi qui m'avait marqué, c'est l'un des directeurs techniques de Google qui avait dit aucun être humain ne doit plus jamais se sentir perdu. Et ça, je trouve que c'est assez hardcore. C'est il n'y a plus le temps de la perte, il n'y a plus le temps du questionnement, c'est une expérience qui se passe bien, c'est une expérience où il n'y a aucun événement. Alors que nous, ce qu'on aime bien, c'est au contraire les expériences où expérience mémorable, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, probablement qu'il y avait de la friction, un truc qui s'est pas forcément très bien passé, c'était pas tout optimisé, mais c'est ça dont je vais me souvenir demain. Dérive, c'est pas rocket science, comme on peut dire, c'est pas des années de développement, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça fait 30 ans que c'est un truc qui est faisable techniquement, qui est pas très compliqué. Nos matériels, le hardware s'est perfectionné, donc c'est un peu plus précis, mais c'est un truc qu'on aurait pu faire depuis très longtemps et en fait personne l'avait fait. Cette histoire d'envoyer, de faire la dérive surprise, de pouvoir envoyer quelqu'un à un endroit. Et du coup, nous, ça nous laisse voir en fait tout un champ des possibles qui n'est pas exploré aujourd'hui par le numérique. Ce qu'on appelle nous le modèle GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, est toujours dans cette logique d'efficacité, de performance, d'importation des outils de la sphère du travail dans la sphère personnelle. Et du coup, nous, on se dit que c'est intéressant d'explorer d'autres propositions de valeur et qui, du coup, ont des effets collatéraux assez positifs. Donc, je parlais de protection de la vie privée, protection de l'environnement. Si on change la proposition de valeur de base, on va avoir des conséquences positives. Et après, on a pas mal de projets qui sont présents sur le site internet si vous voulez explorer. Donc, on a un autre projet qui tourne la question du cadeau à l'ère du streaming. On en parle parce que ce matin, en plus, on a fait un petit peu un atelier sur le sujet et vous nous avez tous invités à nous replonger un petit peu dans nos sensations de ce que l'on aimait justement avant le numérique pour voir si on pouvait ensuite l'appliquer au numérique. Je trouve. C'est un exercice qu'on fait avec nos élèves de Sciences Po notamment. C'est un projet qui s'appelle C'était mieux avant avec un point d'interrogation. Et donc l'idée c'est de demander pour un certain usage, donc là en l'occurrence c'était pour la musique, qu'est-ce qu'on faisait avant qui était bien, qu'est-ce qu'on faisait avant qui était mal aussi, mais qu'est-ce qu'on faisait avant qui était positif et comment je peux le réintégrer dans les outils d'aujourd'hui ou comment je peux créer un autre outil qui apportait ces mêmes émotions, ces mêmes affects. Et donc là c'est un projet qui s'appelle Mejnoun, qui est fait donc par Ferdinand Barbier et qui questionne la pratique du cadeau en se disant il y a 20 ans en fait je voulais offrir un album à ma mère par exemple pour la fête des mères et j'allais du coup lui graver un CD, j'allais écrire pour toi maman, j'allais choisir les 5 chansons qui pour moi étaient les plus pertinentes, les plus liées à ce qu'elle allait aimer et ça allait être un objet qui allait être matérialisé, qui allait durer dans le temps, qui allait représenter un effort, le choix des chansons, etc. Et donc il allait avoir beaucoup de valeur. Alors qu'aujourd'hui, je vais probablement trouver une chanson sur Spotify, je vais lui envoyer un lien, la personne va cliquer dessus, va peut-être se dire que je peux lui en envoyer 10 autres, d'ailleurs je l'ai envoyé à 10 autres personnes, et donc il n'y a littéralement aucune valeur. Donc ce que Ferdinand a fait, c'est qu'il s'est dit, je vais essayer de faire un outil numérique, mais qui réinstaure cette pratique du cadeau. Et donc il a fait une petite boîte à musique, où on peut mettre une seule chanson dedans, et ça va à l'encontre de tout ce qu'on fait avec le numérique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va vous dire vous avez 120 gigas, vous pouvez mettre
X milliers de chansons. Vous allez avoir le streaming, vous avez accès à 100 millions de chansons. Alors probablement on en écoutera peut-être 100 dans l'année. Et donc lui il s'est dit à l'inverse, si on mettait une seule chanson dedans, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc ça donne une jolie boîte en bois qui dure 30 ans et qui va probablement beaucoup plus marquer la personne à qui on l'offre que une chanson sur Spotify. Magnifique. Effectivement, là, on se rend compte que le fait de rendre l'expérience unique, ça lui redonne toute sa valeur. Ouais. Nous, il y a un concept qui nous intéresse, c'est celui des limites, et de se dire, alors, outre le fait qu'on est dans un monde fini, qu'il y a des limites, et que le numérique, à l'inverse, c'est exploser toutes les limites, là, on se dit, qu'est-ce qui se passe si on limite les fonctionnalités ou la disponibilité du produit. Et donc par exemple Derive, on limite la transparence, on limite la quantité d'informations. Mais Jnoun, c'est on limite le stockage, le nombre de musiques que je mets dessus, mais aussi le choix, c'est-à-dire une fois que j'ai fait mon choix, la chanson, je peux pas la changer. Et il y a certains projets qu'on explore comme ça autour de la limite. Qu'est-ce qui se passe si je limite mon usage à un certain endroit, à un certain nombre de personnes, à un certain horaire, etc. Et donc je pense que c'est un truc qui est assez riche, qui va à l'encontre de l'affreux acronyme des GAFA qui est ATAWAD, donc Anytime, Anywhere, Any Device, donc c'est disponible partout, pour tout le monde, sur tous les devices, tout le temps. Nous on trouve que justement c'est ça qui perd sa rareté, donc sa spécificité. C'est pas évident de réussir à faire des pas de côté comme ça, surtout dans le numérique, parce que tu peux effectivement toujours avoir peur de tomber du train, du numérique, et de pas réussir à raccrocher les wagons. Alors comment est-ce que vous faites pour faire ce pas de côté? Alors je pense qu'il y a beaucoup de manières, c'est pas facile, mais alors l'une des choses qu'on utilise beaucoup, en fait c'est con, mais c'est le vocabulaire, et c'est de se dire aujourd'hui, moi pour avoir passé par pas mal d'incubateurs ou d'écoles, j'appelle ça des écoles de start-up maintenant, mais écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. On dit toujours il faut résoudre un problème. Et ça suppose quoi? Ça suppose apporter de l'instantanéité, du volume, de la vitesse, de la performance, etc. Et du coup, je pense que c'est tout simple, mais rien que de se dire tout n'est pas un problème et se dire qu'on peut vouloir développer des compétences, restaurer une pratique comme la flânerie par exemple, ou défendre un droit, celui des chauffeurs Uber par exemple, ça ouvre aussi tout un pan et des questions. Et donc là c'est la question qu'on a traitée pour le WeShare Festival, en tout cas qu'on a à peine effleurée parce qu'elle est très très vaste. C'était comment créer un numérique pour prendre le temps plutôt que d'en gagner. Rien que le fait de se poser ces questions là, on n'a pas forcément une réponse simple, mais ça permet de créer de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Et donc je pense que c'est juste qu'il faut réouvrir un peu déjà le vocabulaire et les questions qu'on se pose, plutôt que d'être obsédé par cette résolution de problèmes et de tout voir comme un gros clou avec un marteau sur lequel taper. L'inverse. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. C'était très précieux comme entretien, unique aussi. Merci. Merci à toi. Et maintenant, venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Qu'allez-vous commencer à mettre en place? Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcast.